processus participatifs ont été mis en œuvre pour développer une certaine compréhension commune des acteurs des conflits, des facteurs des conflits et éventuellement des leviers de paix sur lesquels les discussions qui ont lieu dans le cadre de ce processus participatif puissent permettre de trouver des ébauches et des solutions qui soient efficaces pour répondre en même temps aux questions de gouvernance des ressources naturelles, pour répondre en même temps aux questions des impacts des changements climatiques, mais aussi pour qu'elles soient acceptées, pour que ces solutions soient acceptées par l'ensemble des parties prenantes. Donc cette démarche nous permettra de comprendre la complexité des liens entre les changements climatiques, les risques des conflits, la gestion des ressources naturelles, mais également de travailler ensemble pour déterminer avec les communautés, pour accompagner les communautés à créer un cadre de discussion, un cadre d'échange, de collaboration qui permet de trouver des solutions qui répondent à ces risques climatiques, à ces risques de conflits et en même temps qui soient acceptés et qui viennent en réalité de la collaboration intensive entre les parties prenantes. Donc cette approche a été mise en œuvre par le projet Frexus, accompagné des partenaires qui sont spécialisés soit dans la gestion des ressources naturelles ou bien dans la consolidation de la paix. Donc c'est une approche intégrée qui englobe en même temps les questions de consolidation de la paix et les questions de la gestion des ressources naturelles en prenant en compte les facteurs externes tels que les changements climatiques, la pression démographique. Ce processus a été initié dans le cadre du projet Frexus, mis en œuvre par la GIZ et en collaboration avec tout un large éventail de parties prenantes, partant de la société civile locale, donc les organisations de la société civile qui travaillent avec les agriculteurs et les éleveurs, les pêcheurs, tous les exploitants et les gestionnaires des ressources naturelles, les autorités locales notamment, et les partenaires internationaux. Les questions abordées par les projets sont des questions relativement complexes. Et pour pouvoir bien encadrer et bien sortir des résultats, il va falloir trouver des périmètres bien spécifiques avec des contextes de conflit bien déterminés pour pouvoir tester la méthodologie. Donc nous avons identifié des zones pilotes d'intervention dans les 3 pays d'intervention. Au Niger, c'est la région de Dosso qui est identifiée et là nous avons un cas de conflit entre agriculteurs et éleveurs par rapport à l'accès aux ressources naturelles, notamment des zones pastorales. Et au Mali, nous travaillons dans les deltas intérieurs du Niger et au Tchad, nous travaillons dans les Kanem. Donc, c'est relativement des périmètres d'intervention circonscrits sur des cas spécifiques de conflits. La durée de ce processus dépend en fait d'un contexte à un autre. Mais vous avez globalement, sur les 3 pays, un peu plus de 2 ans de processus. Les modalités pratiques de la mise en œuvre de ces processus, c'est d'abord l'insertion de l'ensemble de l'approche dans les niveaux de prise de décision et de gouvernance locale. D'abord, nous avons les autorités locales qui sont en réalité les modérateurs principaux du cadre de dialogue et du processus participatif qui a été développé. Donc, vous avez également des représentants des autorités locales, traditionnelles, qui sont fortement impliquées dans ce processus, puisqu'elles interviennent beaucoup dans la résolution des conflits à l'échelle locale. Donc, vous avez également la possibilité, à travers cette approche-là, d'intégrer l'ensemble des ministères sectoriels, les ministères sectoriels qui travaillent dans le secteur de l'environnement, de l'eau, de l'énergie, qui travaillent ensemble. Et donc, les modalités, c'est qu'il y a des organisations de la société civile qui sont en train d'accompagner les autorités locales et les communautés pour la mise en œuvre de cette approche-là. Il y a d'abord une phase de diagnostic qui a permis d'améliorer la compréhension entre les risques de conflit, la perception des risques climatiques sur ces risques de conflit-là et la gouvernance et la gestion des ressources naturelles. L'ensemble de ces différentes investigations-là
sont contenus dans la phase de diagnostic. Et à la fin de cette phase-là, il y a un outil qui est sorti, la boucle causale, qui permet de retracer les facteurs de conflit et les acteurs de conflit, et qui représente un support important qui donne une certaine visualisation des différentes perspectives des parties prenantes sur le risque de conflit, et qui a fait l'objet de validation, et je pense qu'il représente un outil ou un support important dans la visualisation des différentes perspectives, et qui résume en réalité le processus participatif qui a été conduit. Donc la boucle causale est là, elle est sortie à partir de la phase de diagnostic, et il y a des plans d'action qui répondent aux facteurs qui sont associés à la boucle causale. Donc les facteurs de conflit et les acteurs de conflit identifiés. Il y a la phase de dialogue, donc où la boucle causale, les facteurs de conflit qui sont présentés sur la boucle causale sont discutés entre les parties prenantes. Les leviers de paix sont issus de ces discussions-là et acceptés de ces discussions-là. Une fois le consensus établi, les perspectives de l'ensemble des parties prenantes sur les questions de conflit soudées, ensuite, les solutions-là sont consignées dans des plans d'action. Et ces plans d'action-là sont des plans d'action qui permettent, comme vous le voyez, de répondre à la fois aux risques des conflits, mais également aux risques des changements climatiques. Et elles sont, les solutions sont traduites à travers des conventions locales de gestion des ressources naturelles ou des accords sociaux pour la transformation positive des conflits. Et ces accords sociaux-là, maintenant, sont après intégrés dans les politiques locales de développement à travers les outils de planification, notamment les plans de développement communaux. Mais les résistances par rapport à ce processus, il y en a eu beaucoup, et je pense que c'est l'approche elle-même, la façon de la conduire qui a permis de souder les perspectives entre les différentes parties prenantes. Je pense que le premier enseignement qu'il va falloir tirer, c'est le contexte d'intervention, le contexte initial d'intervention. Dans quel contexte nous sommes en train d'intervenir? Est-ce que la situation des conflits est bien clarifiée? Est-ce qu'à la base, il y a eu un travail qui a été fait dans le cadre de l'amélioration de la gouvernance de la gestion des ressources naturelles? Puis, vous avez la flexibilité, les approches des projets généralement avec des cadres logiques qui sont fixés ne sont pas forcément pertinents dans ce genre de sujet-là, où la flexibilité doit être de mise. Et ce sont les solutions qui sont issues des réflexions, de la collaboration intensive, des discussions qui doivent être mises en œuvre. Alors que la plupart des projets qui interviennent viennent avec des solutions toutes faites et qui expliquent une partie des échecs que nous avons tout le temps sur ces questions-là. Et donc, je pense que la question de la flexibilité est importante. De la flexibilité des projets pour s'adapter au processus participatif. Les processus participatifs produisent des résultats à la fin et les résultats doivent être mis en œuvre. Et les projets doivent s'adapter à créer ou bien à laisser en réalité des fenêtres qui permettent de prendre en compte les solutions qui seront discutées et issues des processus. Donc, je pense que la flexibilité est importante. Il y a également les questions de temps. Généralement, dans la mise en œuvre de ce genre de processus, il faut un certain temps pour créer la confiance entre les parties prenantes, pour aller, revenir, faire plusieurs sessions de dialogue, de discussions, des rencontres, parfois de façon spontanée, pour permettre de prendre en compte les différentes perspectives